je suis un artiste plasticien, un artiste contemporain, mais je traite normalement de tout autre sujet. Mais là, j'ai été, par cette confrontation, cette espèce de retour du passé, j'ai été amené à créer spécifiquement une œuvre qui est à la fois un hommage à Armand Tuvache et aussi un questionnement sur la façon dont les choses se sont passées, pourquoi elles se sont passées et pourquoi elles pourraient bien se passer à nouveau. C'est de ça dont l'œuvre est question. Alors, je vais vous emmener voir à quoi elle ressemble. Vous allez voir, elle est plutôt étrange. Elle peut être déroutante, bien qu'elle ne traite absolument pas de la Shoah, de l'extermination des Juifs, puisque ce qui est arrivé à Armand Tuvache est totalement dissocié, et tout le complexe militaro-industriel qui a été construit autour de Dora n'avait rien à voir avec l'extermination des Juifs, même s'il y a eu quelques Juifs qui s'y sont trouvés, mais pas pour cette raison, pour l'essentiel. Bref, tout ça pour vous dire que le point qui n'a jamais été traité de manière, à mon avis, pertinente jusqu'ici, c'est les salauds. Et pourtant, sans salauds, pas besoin de juste et pas de victime. Donc c'est un point important. Et donc l'œuvre en question traite en réalité des salauds. C'est une œuvre qui s'appelle Danser sur moi. Donc je vous invite à marcher dessus pour pouvoir avoir la meilleure lecture possible de ce qui s'y trouve. Pour le moment, ce qui se passe, c'est que le public observe l'œuvre qui est au sol pour qu'ensuite on puisse en parler en connaissance de cause. Donc là, ils sont en train d'observer la forme de l'œuvre, en quoi elle est faite, ils sont en train de marcher dessus, ils sont en train de voir quel texte figure au sol, et ils doivent s'interroger sur le fait qu'il y ait des croix gammées, des francisques, etc. Et puis, ensuite, on va pouvoir en parler. On n'a pas envie de marcher dessus parce que ça fait tombe. C'est le but. Ah mais oui, justement. Je vais commencer par dire comme propos liminaire, en guise de très courte introduction, que l'histoire d'Armand Tuvache a été enterrée 2 fois. On vous a dit hier à quel point elle a été enterrée parce qu'effectivement, toute l'industrie aérospatiale des Américains, mais aussi des Russes et aussi des Français, est directement pompée du programme de Wernher von Braun. Et donc, on a mis une première couche de sable sur ce passé gênant, et ce qui fait que les morts comme les survivants de Dora étaient encore plus que d'autres rescapés invités à rester discrets. Et la deuxième pelletée, c'est la deuxième malchance d'un certain nombre de résistants, c'est d'avoir intégré le réseau Buckmaster, qui était le réseau de Churchill. Et donc 2 couches d'oubli sur nos héros qui résistaient et qui en avaient que faire de savoir qu'ils résistaient par un réseau de soutien qui venait de Gaulle ou des communistes ou des Anglais, ça n'avait aucune espèce d'importance. Mais à la fin de la guerre, ça a eu son importance et le réseau Buckmaster a été très largement occulté. Vous avez pu voir donc au sol un disque de métal en inox avec à l'intérieur enchâssés 3 rectangles qui ont le format de dalle funéraire. Et donc on est quelque part sur des tombes fictionnelles. Mais ce sont des tombes fictionnelles de vrais salauds. Et comment est-ce que j'en suis arrivé là? Donc il y a effectivement des hasards dans la vie et je vous parlais tout à l'heure au démarrage de cet échange, je vous parlais de cet incroyable hasard qui est que Armand Tuvache est enlevé ici pour être envoyé à Dora assembler des pièces de V1 et de V2, et qu'ici, dans le même temps, on fait construire par des déportés russes des bunkers qui allaient accueillir justement ces V1 et ces V2.
Bien, autre hasard de l'histoire, il se trouve que au début des années 2000, en 2003, j'ai besoin d'un atelier plus grand que celui dont je disposais en région parisienne, et étant neveu de meunier, petit-fils de meunier, arrière-petit-fils de meunier, arrière-petit-fils de meunier, évidemment, j'ai craqué pour une friche industrielle à l'emplacement d'un ancien moulin sur les bords du Clin, qui est une rivière qui ressemble énormément au Loir. Quand mes cousins viennent me voir, ils parlent de la rivière comme du Loir. Voilà, on est à la maison. Et seulement au bout de 6 ou 7 ans, vient frapper à ma porte un universitaire, un historien de la faculté de Poitiers. Cet homme vient me voir en me disant « Voilà, écoutez, j'ai appris que quelqu'un avait enfin repris cette friche industrielle et je voulais vous rencontrer parce que je voulais vous faire part de l'histoire du lieu, parce que je devais en écrire l'histoire, je devais en faire un livre. Et puis, il se trouve que l'ancien propriétaire, M. Rocher, est un monsieur qui a pas loin de 90 ans, mais qui est toujours vivant et qui est très riche, et qui menace quiconque de procès qui écrirait l'histoire de ce lieu. Il était un jeune homme pendant la guerre, et avec son père, il dirigeait ici une usine, les usines Rocher, c'était M. Rocher, et son père, on l'appelait le Michelin du Poitou, il possédait toutes les usines entre Tours et Poitiers. Eh bien, écoutez, monsieur, ce monsieur avait été une gloire de la Troisième République. On l'appelait donc le Michelin du Poitou. Il était très reconnu, il gagnait déjà énormément d'argent, il avait un tissu d'entreprise invraisemblable. Il avait commencé modestement comme meilleur ouvrier de France à la manufacture d'armes de Châtellerault, et puis il était très attiré par l'argent, et donc il avait eu sa première usine, puis deuxième, troisième. Il transformait des anciennes usines d'industrie mécanique un peu simple du début du XXe siècle en industrie mécanique de guerre. Et quand les Allemands sont arrivés, au lieu de se dire « bon, je vais devoir coopérer, je n'ai pas le choix, c'est comme ça », il s'est dit « mais c'est l'opportunité pour moi d'être enfin reconnu à ma juste valeur, c'est-à-dire de gagner beaucoup plus d'argent que je n'en ai gagné jusque-là ». Et dans chacune de ces usines entre Tours et Poitiers, il a à chaque fois rasé systématiquement une des ailes pour construire des ailes beaucoup plus importantes, dans des proportions énormes, qui par cupidité s'est lancé dans une dynamique très importante. Après-guerre, il a eu un réseau qui lui a permis de ne pas faire trop longtemps de prison et de conserver sa fortune personnelle, pas ses biens professionnels, mais sa fortune personnelle ne lui a pas été enlevée. Et donc son fils qui travaillait avec lui est suffisamment puissant aujourd'hui pour qu'on ne puisse pas raconter l'histoire. Et l'histoire, c'est quoi? Eh bien, écoutez, monsieur, l'histoire, c'est que chez vous, on a fabriqué des pièces de V1. Et là me revient en pleine face l'histoire d'Armand Tuvache. Et je me dis, c'est pas possible, est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre ici, dans cet endroit? Sachant que, donc, dans cet endroit, on a fabriqué des pièces qui ont été assemblées par Armand Tuvache jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'il en crève. C'est-à-dire que c'est quand il était à l'état d'improductif, c'est-à-dire de quasi-mort, qu'on l'a envoyé se faire piquer à Bergen-Belsen, dans un soi-disant hôpital. Et il se trouve que dans la cour de cette usine, il y avait une grande dalle de béton, et que dans cette grande dalle de béton, il y avait 3 rectangles au format de ceux que vous avez vus là, qui étaient aussi taillés dans le béton, et qui avaient des formats de dalles funéraires. Et puis en fait, je me suis dit, bah non, en fait, non, c'est du béton, et l'histoire est beaucoup plus sombre. Et en fait, si je dois me raconter une histoire, c'est plutôt la tombe de 3 salopards. Et il se trouve que j'en connaissais 2. J'en connaissais un que je venais de découvrir, qui est Maurice Rocher, le Michelin du Poitou, et je connaissais l'autre, qui est le client final, Werner von Braun, le génie de l'astronautique, qui est le client final, qui lui réceptionne les pièces et qui le fait assembler. Werner von Braun était lui aussi un salaud absolu. C'est-à-dire que Maurice Rocher a agi par cupidité. Il avait beau être un citoyen extrêmement reconnu de la Troisième République et déjà très riche, ça ne lui suffisait pas, il méritait plus. Et donc il a collaboré, mais collaboré au sens latin du terme, collaboro. Je travaille avec.
Je ne travaille pas pour, je travaille avec les nazis à ma fortune personnelle. Et Wernher von Braun, c'est exactement la même histoire. Vous avez un gamin de l'aristocratie berlinoise, sans doute assez brillant, qui connaît un type déjà assez âgé, alors qu'il a 15 ans, qui fait des expériences de fusée, mais on est vraiment aux extrêmes balbutiements, c'est du feu d'artifice amélioré, et il sèche ses cours pour bosser avec lui sur ce truc qu'il trouve extraordinaire. Et il est intelligent, il y apporte des choses, il fait progresser, et il va trouver les responsables de la République de Weimar pour obtenir des crédits militaires pour aller creuser dans cette direction, qui est encore balbutiante, mais qui peut un jour apporter à l'armée allemande des armes qui pourraient faire la différence dans un conflit. Seulement, il trouve que la République de Weimar n'est pas assez généreuse, ne lui donne pas assez d'argent. Et donc, quand Hitler arrive au pouvoir, lui aussi, il va aller frapper à la porte d'Hitler et il va lui dire « Écoutez, jusqu'ici, la République de Weimar, c'était vraiment des nuls. Et vous savez la valeur des armes. Si vous me donnez des crédits illimités, je serai capable de porter la mort à des milliers de kilomètres comme on ne l'a jamais vu. » Hitler, mais évidemment, bien sûr, bien sûr. L'ambition de von Braun était d'être le plus grand ingénieur de tous les temps. Il ne s'en est pas caché. Voilà. Et donc, cette ambition allait enfin pouvoir être satisfaite par les nazis. Et donc, Hitler et von Braun vont décider de la création d'une usine secrète qui sera le camp Dora. Et donc, voilà comment un jeune type brillant qui veut être le plus grand ingénieur de tous les temps se retrouve à diriger un camp d'extermination à sa gloire personnelle. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et c'est le même profil que Rocher, finalement. Des gens déjà très reconnus, mais qui n'en ont pas suffisamment, qui estiment qu'ils méritent davantage. Et que la République de Weimar, comme la Troisième République, sont finalement des obstacles à leur réussite. Donc là, enfin, ils vont pouvoir montrer ce qu'ils valent, quoi. Et von Braun, on le saura après-guerre, quand il prétendra... Il était très rarement interrogé, puisque vous avez compris qu'en fait, après-guerre, il devient un héros américain, et donc il ne faut surtout pas trop lui poser de questions. Mais il y a eu quelques cas. Et quand on lui posait la question, il avait deux réponses. La première, c'est, vous savez, moi, je suis un scientifique, je ne rentrerai pas dans les détails, etc. Mais quand on a libéré Dora, les survivants de Dora disaient, mais il ne pouvait pas ignorer quoi que ce soit. Il était obligé d'enjamber les cadavres tous les matins pour accéder à son bureau. Donc évidemment, il savait. Et la deuxième excuse qu'il donnait quand on l'interrogeait sur ce sujet, qui est un élément que j'ai gravé sur sa tombe fictionnelle au sol là-bas, c'est « Die Wissenschaft hat keine moralische Dimension, es ist wie ein Messer », c'est-à-dire la science n'a pas de dimension morale, elle est comme un couteau. Et il continuait, avec un couteau, un chirurgien peut sauver quelqu'un. Avec un couteau, un assassin peut tuer quelqu'un. Mais moi, je ne fais que fabriquer des couteaux. Et je pense qu'il ne faut pas euphémiser en disant que c'était un scientifique qui ne se rendait pas trop compte, etc. Il avait un grade, pardonnez-moi, je n'ai pas les équivalences parfaites dans la SS, mais il avait, je crois, un grade qui est l'équivalent de colonel de la SS. Pas de la Wehrmacht, hein, de la SS. Bon, ok. Et donc, j'ai 2 salopards pour 3 tombes. Il m'en manque un. Et je me dis, mais pour cette 3e tombe, il faudrait que je trouve l'intermédiaire. Et je me demande si l'intermédiaire est lui aussi un parfait salaud. Et en fait, il était vital pour les nazis que l'industrie de guerre française se mette au service de l'industrie de guerre allemande. Sinon, ils auraient manqué de biscuits. Il fallait qu'ils puissent utiliser toutes les usines d'Europe, et a fortiori les usines allemandes et les usines françaises les plus importantes. Il fallait qu'ils puissent les mettre ensemble, en synergie, pour pouvoir produire ce qui allait permettre au Reich de résister aux assauts ensuite des Anglais, des Américains, etc. Donc pour ce faire, Hitler va voir Pétain et il dit « Écoute, moi j'ai le cerveau le plus brillant d'Allemagne, c'est un gars qui, quand la guerre sera terminée, construira Germania », donc c'était un architecte qui
espérait être le plus grand architecte d'Allemagne, mais qui en attendant est en train de construire le mur de l'Atlantique, et il a un cerveau extraordinaire, et donc il va organiser tout ça. Et toi, de ton côté, qui est-ce que tu as? Eh bien, Pétain dit, ah ben moi, alors le plus grand cerveau français, c'est simple, Bichelonne. Alors, qui est Jean Bichelonne? Jean Bichelonne, est-ce que la Troisième République a produit de meilleur? Jean Bichelonne est un type issu d'un milieu très modeste, il arrive quand même à rentrer à Polytechnique. Et il n'y rentre pas avec n'importe quel rang. Il y rentre comme major, avec les meilleures notes qu'on ait jamais obtenues depuis la Convention, depuis la création de l'école. Le type est un cerveau comme ça. Et donc, la Troisième République, en fait, va se rendre compte très vite qu'elle a un besoin vital de Jean Bichelonne, parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'ENA. Donc, elle a besoin de grands administrateurs qui sont capables d'avoir une vision globale et en même temps de rentrer dans le détail, etc., c'est-à-dire que les choses s'articulent parfaitement. Et Jean Bichelonne va être le type qui va faire tourner tous les grands ministères de la Troisième République. Quand Pétain va le contacter, il va lui dire « Bon, ce que vous avez fait au niveau de la France, vous êtes un Européen convaincu et vous êtes pour la paix. Bon, ce que vous avez fait au niveau de la France, vous allez le faire pour l'Europe. Vous en avez la stature. » Et Bichelonne va accepter. Et donc ce type qui avait été ce que la Troisième République avait produit de mieux va finalement devenir l'élément le plus important du Reich pour tout son complexe militaro-industriel. J'ai au sol chez moi ces 3 dalles d'acier de béton, et je commence à les graver avec des outils pour ça, de sculpteur. Donc je commence à les graver avec ce que vous avez pu voir au sol là-bas. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je rencontre la directrice d'un musée berlinois, d'un Kunstverein à Berlin, celui de la Rosa Luxemburgplatz, et qui me dit « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Je dis « Écoute, je fais sûrement une énorme connerie. Je suis en train de faire ça. » Et donc elle me dit, c'est simple, le Kunstverein fait, je ne sais plus, 1000 mètres carrés, il est à toi, dans un an, démerde-toi pour trouver une version transposable pour cette œuvre, et puis d'autres. Et donc je crée cette transposition. Et donc cette transposition, vous l'avez vu, elle est en acier, il y a 2 aciers. Il y a de l'inox autour et du corten au centre. L'acier corten est un acier qui, en rouillant, se protège. Et donc, en fait, ça a beau, vous pensez que c'est en train de pourrir, etc., mais en fait, non. C'est inaltérable. Et donc, vous avez ça. Donc, j'ai fait cette transposition. Il y a une dimension supplémentaire à l'œuvre que vous avez pu voir, qui est le fait qu'il y ait des lumières disco qui joue dessus. Alors pourquoi? Dans mon atelier, dans mon ancienne coutellerie nazie du Poitou, la cour est l'endroit le plus agréable. Il y a un ancien bassin qui servait en fait à récolter l'eau, qui allait vers les meules pour affûter les couteaux. Il y a un ancien bassin qui est sur le côté, que j'ai transformé en bassin rose. Donc tout ça est assez amusant. Dans la cour, j'ai des lampions, façon guinguette, et donc c'est l'endroit où on fait la fête, quand j'ai des amis de passage, ou quand j'ai des étudiants qui sont là pour travailler à la production de séries importantes pour une exposition, etc. Donc c'est l'endroit où on prend du bon temps le soir après les journées de travail. Et ces 3 dalles se trouvent être exactement là. Donc je me suis dit, mais... finalement, au moment où je décide de les graver à même le sol, je me dis en fait, ça va être pour moi la bonne façon de savoir si la vie dans cet endroit, maintenant que j'en connais le passé, est encore possible pour moi. Et donc, le fait que ce soit l'endroit où en plus on fait la fête, pour moi, était vraiment une façon encore plus efficace de voir si c'était possible encore de vivre dans un contexte pareil. Et c'est ça qui est en fait le cœur de cette œuvre, c'est qu'en fait, vous vous rendez compte que Werner von Braun, petit génie adulé de la République de Weimar, Maurice Rochet, meilleur ouvrier de France, puis Michelin du Poitou, adulé par la Troisième République, ou Bichelonne, alors là, vraiment
ce que la Troisième République a pu produire de meilleur, vous vous rendez compte que l'ego, en fait, de ces individus a fait que finalement, le passage du blanc au noir à travers des nuances de gris qui se sont très 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 vite assombries, s'est fait sans le moindre effort, sans le moindre questionnement. Pour moi, c'était très important d'adresser ce sujet parce qu'il n'est adressé par personne. On ne parle que des victimes, que des héros, que des gens qui ont résisté, mais jamais du fait qu'en fait chacun d'entre nous, et quand je dis chacun d'entre nous, c'est vraiment chacun d'entre nous, parce que si vous êtes ici, c'est que vous vous posez des questions. Nous sommes tous quelque part détenteurs d'une partie de ce qu'on peut appeler l'élite d'un pays, parce que nous avons une attitude responsable. Mais nous sommes en réalité aussi guidés. Est-ce que c'est le système? Est-ce que c'est la nature humaine? Nous sommes guidés par l'ego, et si nous ne nous surveillons pas, nous pouvons très bien être les salauds de demain. Merci de votre attention.